Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Avec grand plaisir, je reçois la députée de la CAQ pour le comté d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais. Madame Blais, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Vous allez bien? Oh, ça va très bien, merci. Et je tiens à vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous avez un grand comté. Il y a beaucoup de dossiers, d'ailleurs, on va en parler, des dossiers majeurs. Mais je pense que dans les dossiers, c'est pas mal toujours majeur, je crois. C'est toujours majeur, M. Lacasse. Et je vous remercie de votre invitation. Ça me fait plaisir. Moi, si je vous demandais à brûle pour point, comme ça, Mme Blais, quelle sorte d'été vous avez passé avec tout ce qui planait au-dessus de notre tête, là, la fameuse Mme COVID-19, là, qu'on voudrait tous voir partir, tout le monde, là, mais quelle sorte d'été vous avez passé? Écoutez, je dirais quelle sorte de printemps parce que ça a commencé Oui, en mars. aussi en mars. Là, En oui. mars. Oui. Alors, vous savez que ça a été un grand chantier pour le Québec, pour le gouvernement, pour nous ici en région aussi. Puis, l'anxiété que tous les gens avaient, c'est que nous n'avons pas de vaccin. Nous n'avons pas de vaccin pour contrer ce fameux COVID-19-là. Et la pandémie a fait un grand ravage, a fait un gros ravage dans les CHSLD. Oui, ça, on va en parler. Puis, et je vais juste souligner, là, avant d'aller en profondeur dans les CHSLD, ce que vous m'avez dit avant d'entrer en ondes, et c'est tellement vrai. Aurions-nous pu voir, constater qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer dans les CHSLD n'eût été de la pandémie. On va en revenir un petit peu tantôt là-dessus, mais j'aime ce que vous m'avez dit tantôt. On va y revenir. Ça veut dire que pour vous, au cours de l'été, moins de déplacements, moins de contacts physiques également aussi? On était en confinement comme tout le monde. Oui. Alors, lorsque la période de confinement a débuté, tout le monde était en confinement. Moi, j'étais à nos bureaux, à Amos, et on appelait régulièrement la sœur aussi pour savoir si tout se passait bien. Et puis, vous comprendrez que c'était les bouchées doubles parce qu'on avait nos codes comtés. On avait les codes comtés. Nous avions aussi toutes mes caucus, mes commissions parlementaires. Alors, tout se passait par vidéoconférence. On rentrait à 8 heures le matin et quelquefois, on sortait à 7 heures, 7 heures, 8 heures. Et c'était du lundi au samedi, au tout début de l'arrivée de la COVID. Il fallait rassurer notre population. Ça, c'est vrai. Et il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient à l'extérieur, à rapatrier tout ce beau monde-là. Nous avons travaillé en partenariat avec Sébastien Lemire. On fait un travail extraordinaire, rapatrier nos gens. Vous savez, quand une grand-maman vous appelle, puis qui pleure au téléphone, puis qui vous dit « Je ne reverrai jamais ma petite fille », c'est touchant. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. La sensibilisation à faire aussi. Respecter la distanciation. Alors, toutes les mesures préventives et travailler aussi avec nos élus, nos conseils, les préfets, travailler avec eux aussi. On avait régulièrement, à chaque semaine, 1 à 2 fois par semaine, des rencontres téléphoniques avec le CIS, avec le MAMACH, avec les préfets. Et ça m'a permis de connaître encore plus la région, puis de souligner une grande solidarité envers tous ces organismes-là. Est-ce que vous avez dû vous déplacer à Québec durant ce temps-là? Non. Moi, quand j'ai appris que, on commençait la période de confinement, j'étais à Rouyn-Noranda, à l'aéroport. Je me préparais à embarquer. Et j'ai eu mon téléphone me disant « Non, tu restes en Abitibi. » Alors, ça s'est arrêté là. Et lorsque je suis retournée à Québec, je suis retournée pour la dernière semaine où nous siégions. Alors, je suis allée dans la semaine du 12 juin. Quelle était l'atmosphère? Triste. Je vous dirais très triste. Parce qu'on est tous isolés. On est tous dans nos bureaux. Il n'y a pas de restaurant. On emmène tout notre lunch. On est tous en distanciation. On ne reconnaît plus l'Assemblée nationale parce qu'il y a des espaces un peu partout.
on était à 50% du personnel de réduit. Et on se rend compte, puis on respectait les mesures de prévention, très importantes aussi. Oui, exactement. Cette pandémie-là, on a appris beaucoup de choses. Malheureusement, puis quelquefois heureusement aussi, mais c'était triste à voir. Moi, si je vous demandais, comment vous, en tant que membre parlementaire, vous avez trouvé comment votre gouvernement a géré cette crise-là à venir à aujourd'hui? Est-ce que, d'après vous, le gouvernement, c'est sûr qu'il a fait son possible, mais comment vous trouvez, vous, que votre gouvernement a géré cette crise-là? Le gouvernement du Québec a très bien géré la crise, d'autant plus lorsqu'on a constaté que dans les CHSLD, il manquait de personnel. Tout de suite, on a demandé de l'aide. On a demandé du renfort. L'armée est venue. Et suite à ça, M. Legault a instauré la formation pour les préposés aussi. Il y a eu une grande entraide, mais vous comprendrez que tout le monde faisait du meilleur de leur connaissance parce que personne ne connaissait ça, la COVID. La dernière crise que nous avons eue, c'est la grippe. Oui. Et depuis ce temps-là, heureusement, il ne s'était rien passé, mais je vous dirais que ça a été pas facile pour tout le monde. Puis je souligne le travail exceptionnel du personnel des centres hospitaliers. La grande résilience de nos bénéficiaires, parce que tout le monde souffrait là-dedans. Pas de visite, vous étiez hospitalisé, vous n'aviez pas de visite. Qui sont décédés, qui étaient complètement seuls. Leur famille ne pouvait pas être près d'eux autres. C'était d'une tristesse incroyable. Mais vous savez, le gouvernement a très bien appris dans cette première vague-là. On est prêt pour la deuxième et on va continuer à travailler fort avec tous les gens, tous les élus, le personnel de soutien, le personnel infirmier aussi. Oui, puis il y a une chose aussi qu'on s'est aperçu, je parle pas seulement au gouvernement, dans la population en général, une chose qu'on s'est vraiment aperçu, c'est que on ne pouvait pas concevoir l'aide aux bénéficiaires, comment ces personnes-là étaient essentielles. Ces personnes-là étaient essentielles, autant que celui qui travaille à la cuisine, celui qui fait le ménage. Ce sont toutes des personnes essentielles. On dirait peut-être qu'on y pensait avant, mais là, on a vraiment été sensibilisés à tout ce personnel-là qui travaillait, mon Dieu, je dirais presque jour et nuit, qui faisait des heures astronomiques, puis toujours avec le sourire, ou presque. Moi, je lève mon chapeau à ces personnes-là, oui, aux personnes qui travaillent auprès des bénéficiaires, mais à tout le personnel hospitalier. Et je bonifierais, M. Lacasse, avec aussi les gens, services essentiels, que ce soit les gens dans les MRC, les policiers, aussi, tout ça, tous les gens qui se sont mobilisés pour chaque municipalité, chaque ville, s'assurer à ce que tout le monde soit en sécurité. Et ça s'est fait d'une grande entraide. Oui, tout le monde s'est serré les coudes. Puis... Oui, les paniers alimentaires que nous avons offerts aux démunis, ces choses-là. Oui, on a eu des gestes d'entraide. C'est vraiment astronomique qu'est-ce qu'on a vu. Puis merci à la population, merci à tout le monde, du plus petit au plus grand, tout simplement. Si on se reporte à aujourd'hui, est-ce que, selon vous, Mme Blais, on ne voit pas, ou on voit malheureusement, un certain relâchement? Effectivement, rien n'est acquis, M. Lacasse. Rien n'est acquis. Alors, il faut continuer tous ensemble à faire de la prévention. Les mesures sanitaires, très, très importantes. On le voit aussi au niveau des écoles. Il faut sensibiliser. Nos jeunes sont bien sensibilisés, les professeurs aussi. Il faut travailler très, très fort parce que lorsque la deuxième vague qui est prévue arrive, parce qu'on sent... Je pense qu'on est presque dedans. Là. On sent une recrue. On a vu quelques cas en région encore depuis une semaine. C'est anxiogène. C'est anxiogène. Il faut être très, très, très vigilant et respecter
les mesures sanitaires, le couvre-visage ou le masque, se laver les mains, la distanciation. Et respecter aussi les consignes. On a eu de plusieurs exemples. Oui, exactement. Parce que là, je prenais le docteur Arruda ce midi, qui, là, il semble hésitant. L'Halloween. L'Halloween s'en vient. On sait c'est quoi. Là, les jeunes portent un masque, oui, mais on sait c'est quoi. Les bonbons, etc. Puis, M. Arruda, on dirait, semble, là, en décor poursuite, là, il semble hésitant. Je ne sais pas, mais c'est vrai que fermer, dire non, il n'y en aura pas, c'est difficile, mais je pense qu'on est rendu là à dire aujourd'hui, à ce rythme-là, il ne devrait pas en avoir, probablement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je laisse le service public au niveau de la santé de se pencher sur cette question-là, qui n'est pas évident non plus pour nos jeunes, parce qu'ils ont été isolés aussi, tout ça. Et puis, on aimerait bien, parce que c'est un événement qui est très souligné, l'Halloween. Maintenant, de quelle façon on va procéder? Je laisse la santé publique. Oui, parce qu'on a dit... Le gouvernement en santé à se pencher sur le dossier. Parce qu'on a dit, justement, qu'il y aurait peut-être une autre manière de fêter l'Halloween. Alors, mais vous savez, nous avons 2 mois encore, pratiquement 2 mois, M. Lacasse, alors je suis sûre qu'ils vont 2 mois, ça peut aller au positif comme ça peut aller au négatif. Oui, on ne le sait pas. On va laisser notre santé publique orchestrer cet Halloween-là. Est-ce que le gouvernement provincial pourrait, au point de vue financier, être capable d'avoir les épaules assez solides, les reins assez solides pour une deuxième vague au point de vue financier? Tout est orchestré, tout est planifié pour la deuxième vague. Nous sommes prêts pour la deuxième vague. Le gouvernement, avec le ministère des Finances, tout ça, tout est orchestré. Au niveau de la santé aussi. OK. Une chose qui a surpris beaucoup Mme Blais, puis moi, c'est rare que je donne mon opinion. De temps en temps, je la donne. Mais une chose qui m'a frappé, qui m'a même secoué un peu, c'est lorsque on a nommé M. Christian Dubé, qui était au Conseil du Trésor, que l'on a nommé ministre de la Santé en remplacement de Mme McCann, qui, elle, s'est vue octroyer le poste du ministère de l'Enseignement supérieur. On a dégagé M. Roberge un peu. Est-ce que... D'accord, moi, j'ai pris ça comme une démotion. Comment ça s'est... Quelle ambiance qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez, nous l'avons appris comme vous l'avez appris par les médias. Tout le monde l'a appris la même chose. Mme McCann a fait un travail exceptionnel, un travail main de maître. C'est le choix de notre premier ministre. Alors moi, je m'en remets à la décision de mon premier ministre. Puis, vous savez, présentement, M. Dubé est là. M. Dubé est un homme d'action aussi. Et puis, c'est un gros portefeuille, hein, le ministère de la Santé. Dieu. Je comprends, oui. On parle de 45% environ de tout le budget du Québec. De 56 milliards. C'est ça, exactement. 45% environ du budget total. Mm-hmm. C'est certain que moi, on m'a, selon une source bien informée, on m'a dit qu'il y a une refonte à faire dans le domaine de la santé. Et je ne veux pas être pessimiste, mais il me semble que là, on voit tout ce qu'a fait la réforme Barrette. Là, on le voit véritablement. Puis, est-ce que, d'accord, moi, je prétends que M. Dubé aurait été nommé parce que, en parenthèse, il y a une job de bras à faire. Il y a, comme on dit, une grosse, je n'aime pas le mot job, là, mais il y a une grosse job à faire. Il y a des choses à défaire, à refaire. Entre autres, dans les CHSLD. Il n'y a pas de personne, bien je sais, il n'y a pas de personne, mais c'est difficile de trouver un ou une responsable. On a tout centralisé. On a vu là ce que ça fait. On n'ira pas dans les détails. Puis, Mme McCann, c'est une bonne madame.
c'est une bonne personne. Un peu comme Madame Blais, votre synonyme, avec les aînés. Ce sont de bonnes personnes. Peut-être que là, ça prend quelqu'un avec une pogne solide. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et vous savez, comme vous disiez, la réforme Barrette a fait très mal. Très mal, surtout dans les régions. Surtout dans les régions et surtout aussi, c'est devenu trop gros. La machine est devenue trop grosse. Alors maintenant, notre gouvernement est conscient des résultats, a constaté des faits et maintenant, nous sommes à l'action. Et il va y avoir des changements améliorants pour améliorer la situation, surtout dans nos CHSLD. Oui, parce que comme on le disait tantôt, est-ce qu'on peut dire grâce à cette pandémie, j'aime pas ça dire grâce à cette pandémie, mais dû à cette pandémie, c'est là qu'on a vu il y a des failles dans le système de la santé. Il y en a beaucoup. Puis corriger tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail gigantesque. Puis, M. Dubé a beaucoup d'ouvrages à faire. Mais est-ce qu'il y a, ça me tente quasiment de dire, est-ce qu'il y a une personne au Québec qui pouvait s'imaginer dans les CHSLD tout ce qu'il y avait? Excusez, mais c'est affreux. C'est triste. C'est triste. Nous avons constaté plein de situations qui étaient tristes. Nous avons constaté aussi un personnel épuisé. Épuisé. Maintenant, on se prépare à la deuxième vague et nous travaillons tous ensemble pour améliorer la situation. Mais c'est une situation qui ne s'est pas faite du jour au lendemain, ça. Oh non. Ça fait plusieurs années. Et ça ne se corrigera pas du jour au lendemain non plus. On peut qu'améliorer certaines choses pour l'instant. Mais on ne peut pas tourner ça du jour au lendemain et dire on passe du point A à B. Refaire le système, ça ne se refait pas du jour au lendemain. Là. Améliorer, oui, parfait. Et c'est, je pense, ce que le gouvernement de la CAQ a comme priorité aujourd'hui, de corriger les principales lacunes. Et Dieu sait s'il y en a. Oui. Puis au niveau des CHSLD, il y a des gestes, il y a des actions qui vont être posées très, très bientôt. Alors, ça va être rassurant pour nos aînés et puis pour les proches aidants aussi. Oui, parce qu'il ne faut pas les oublier. Surtout pour les familles. Oui, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi les proches aidants. Là. Ce sont des personnes qui, très souvent, et malheureusement, travaillent dans l'ombre. Trop souvent. Oui. Parce que ces personnes-là sont essentielles aussi. Et ce que je dirais aussi même, tout le monde a travaillé très, très fort, mais nous n'avons pas encore la solution pour contrer cette pandémie. Non, exactement, non. La COVID, on n'a pas de fameux vaccin encore. Je vais faire juste une parenthèse. Je n'avais pas ça dans mes questions, mais juste une parenthèse. Il y a plusieurs vaccins qui sont sortis là, dans le monde actuellement. C'est sûr que sortir un vaccin, on nous dit que c'est quand même assez... on peut le faire assez rapidement, dans le champ 6 mois, 1 an, là, qu'on peut le faire. Mais c'est que c'est les tests qu'il faut faire avec ce vaccin-là. C'est ça, l'homologation. C'est ça, qui sont très longs à ce moment-là. Selon vous, un vaccin efficace, un vaccin que l'on met sur le marché, approuvé par l'OMS, le saut est dessus, Gaby Lacasse, Mme Blais, on s'en va, on est prêt à se faire vacciner, on a le vaccin, comme pour l'influenza, à chaque automne. On peut voir ça. J'espère le plus tôt possible. Oui, demain aussi, j'espère. J'espère le plus tôt possible, mais je fais confiance. Je fais confiance aux gens qui sont dans les laboratoires, qui cherchent, parce que vous savez qu'il y a plusieurs laboratoires qui ont le même souci, c'est de contrer ce virus-là. Ah mon Dieu, oui, puis c'est mondial. Fait que c'est pas là un laboratoire au Canada versus un laboratoire en Russie qui travaille là. C'est tout le monde. Oui. Tout le monde, là, ils ont un seul but, contrer ce fameux virus-là. Puis, comme vous l'avez dit tantôt si bien, on ne le sait pas, là. On est dans le néant. Est-ce qu'au fait, on va pouvoir recevoir
notre famille comme on les recevait avant? Est-ce qu'au printemps, on va pouvoir aller à l'épicerie, pas de masque, etc.? C'est un peu tout ça, là. On ne le sait pas. Non. Est-ce que l'an prochain, Mme Blais va pouvoir aller se promener où elle veut? Elle ne le sait pas non plus. On est dans le néant. C'est ça qui est difficile. Mais il faut garder espoir. Oui, c'est sûr. Faut garder espoir parce qu'on a un gouvernement qui est très proche de nous, qui veut trouver des solutions. On a aussi nos recherchistes dans les laboratoires Oui, c'est sûr qui qui travaillent jour et oui, nuit. c'est ça, oui, oui. Et on s'améliore parce qu'on a une expertise qui est la première vague. Oui. Ça va vers la deuxième. Il y a des choses qu'on est capable de contrer. Oui, oui, exactement, oui, parce que déjà, on aura une expérience. Oui, parce que le problème de cette pandémie-là, avec la COVID-19, c'est que nous n'avions aucune expertise, M. Lacasse. Aucune expertise. C'est ça. Ouais. Le temps passe très vite, Mme Blais. 2 dossiers, vous me voyez venir, j'en suis persuadé. Et puis après ça, on va passer à votre bilan. Construction du CHSLD de Macamic. Bon, moi, j'aimerais savoir, au moment où l'on se parle, aujourd'hui, on est le 3 septembre 2020, où en est rendu le dossier? Parce que ça semble être silence radio, comme on dit. On n'est pas informé, en tout cas, moi je parle du public en général, on n'est pas informé. Où est rendu ce dossier-là? La dernière fois qu'on s'est vu au printemps, l'hiver passé, vous aviez des bonnes nouvelles qui s'en venaient. Là, on est rendu au mois de septembre. Okay. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Vous vous souvenez que Mme Blais est venue annoncer la bonne nouvelle avec la reconstruction du CHSLD de Macamic à l'été dernier. Oui, c'est ça, au mois d'août passé. Il y a un an passé. Et puis, bon, le montant, tout a été accepté au niveau du PQI. Lorsque notre premier ministre est venu, il y a environ 2 semaines, à la SAR, il a rencontré les élus. Il a rencontré la mairesse. Et naturellement, on a rassuré Mme Lafrenière, puis lui a confirmé que le CHSLD serait en construction d'ici la fin de mon mandat. Alors, il reste 2 ans. Et vous comprendrez que cette année, du printemps à venir, beaucoup de choses ont été sur la glace. Hein? Oui, c'est sûr. Parce que là, on a... Et la priorité numéro 1 au niveau de la santé, c'était la COVID. Oui, c'est ça. Puis, je sais que M. Legault a demandé d'accélérer les processus pour... là, il y avait la fameuse loi 61 qui n'a pas été adoptée. Là, elle a été retravaillée. J'ai vu ça sur mes notes de presse. C'est un projet de loi 61 qui n'a pas été accepté. C'est ça. Puis là, il a été refait, pas en entier, mais il a été retravaillé beaucoup, beaucoup. Vous devez le présenter à l'automne. Probablement. Mais vous auriez pu aussi l'adopter au printemps passé parce que vous étiez majoritaire. Ça fonctionnait seulement qu'avec les leaders parlementaires et les chefs de l'opposition. Première opposition, deuxième opposition, troisième opposition et nous, le gouvernement. Alors, c'est eux qui votaient sur le projet de loi. On n'était pas tous... Ah, OK. Non, c'est bon de faire cette mise au point-là. Fait que c'est donc dire que le processus continue. Construction avant la fin de votre mandat, qui est 2022. Oui. Est-ce que c'est peut-être une question... Est-ce qu'on parle de début de construction à ce moment-là ou si on parle de la construction en général? On parle de la construction en général. Okay. Et vous pouvez être persuadé, M. Lacasse, que lorsque nous aurons la première pelletée de terre, je serai là. Vous serez le premier avisé. Je suis, parce que moi, c'est un dossier je reçois ici, c'est ça, ce que je reçois ici des invités, moi, puis ça doit faire au moins une 20aine d'années qu'on parle de ça. Oui, vous avez raison, vous avez entièrement raison. Mais je peux vous dire que c'est dans nos priorités. Puis le premier ministre veut que nos projets d'infrastructure soient présents. Puis moi, c'est un engagement électoral que j'ai fait de dire on va reconstruire le CHSLD. Il faut qu'il soit reconstruit. Alors, on travaille ça ensemble. Puis, comme je vous ai dit, vous allez être le premier avisé, M. Lacasse. Et puis, ça doit être idem pour la maison des aînés à Palmarol, probablement aussi. C'est la même chose. Ça l'avance aussi. Ils sont en bonne discussion avec le CIS, la municipalité. Le dossier chemine bien.
Le budget est là. Alors, Madame mais Blais, comme je vous dis, ce qui a freiné beaucoup, c'est la COVID. ouais, c'est sûr, Alors, c'est au sûr. niveau des 6 priorités était la COVID. Madame Blais, il reste à peine 5 minutes. Moi, j'aimerais qu'on parle de votre bilan. Est-ce que Madame Blais, en tant que députée de la CAQ en Abitibi-Ouest, est satisfaite de son dernier bilan? Oui, je suis satisfaite de mon dernier bilan avec le travail que nous avons fait durant la pandémie. Nous avons accompagné plein de gens. On a réalisé des beaux projets aussi au niveau de ma circonscription. Le dernier, il y a 2 semaines, nous avons été avec la belle nouvelle de la reconstruction de l'école Victor Cormier. Oui, exactement, j'ai ça. Alors, Oui. un projet de 16 millions, 335 000 pour le matériel pédagogique. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a eu aussi la participation de mes collègues de l'Assemblée nationale, OK. Mhm. de la CAQ. Nous avons quand même offert 25 000 pour accompagner, aider les jeunes dans du matériel scolaire ou sportif. Et ce dossier-là a été réglé dans 9 mois. C'est une fierté pour moi, M. Lacasse, et mon équipe aussi. 855 800 $ pour l'amélioration du réseau routier municipal. Ça, c'est important aussi. Là. Oui, Parce ça, que c'est très important. Notre réseau municipal... Ouais. Ça, le réseau municipal, c'est du financement qui est spécifique aux municipalités. On appelle ça la voirie locale. Voilà, oui, exactement. Alors, ça, c'est important pour mes petites municipalités. Ils font une demande, on octroie, et puis cet argent-là est la bienvenue dans les municipalités pour aider le rehaussement des chemins, pour des, excusez-moi le mot, les calvettes, les trottoirs. Alors, tout ça, là, c'est bienvenu pour nos élus. Ça, là, c'est pris à même votre budget. Je veux dire, à votre enveloppe? Sur votre Non, enveloppe? c'est gouvernemental. Il y a une participation du ministre, M. Bonnardel, oui. le MTQ, oui. Et il y a une participation aussi de notre côté à nous. Plus de 7 millions en subventions et dons pour différents ministères, villes et municipalités, ça aussi, c'est important. Oui, ça, c'est important. Alors, on parle de la tech. Oui. On parle des réseaux d'égouts, d'eau. Madame Blais, une question peut-être avec une réponse courte, si vous me permettez. Le département d'obstétrique à l'hôpital de la Sarre a été fermé près de 60 jours à venir à date en 2020. C'est inacceptable. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été trouvées? Ou bien non, s'il faut... On suit toujours ça de près. Est-ce qu'il a été fermé par rapport à la découverture ou c'était par rapport à un manque de spécialité, soit l'anesthésiste? Oui, oui, mais peu importe, il a été fermé. Oui, il a été fermé, effectivement. Et les petites madames, là, sont très inquiètes à ce moment-là, c'est sûr. Oui, nous allons suivre encore ce dossier de très près. Et je vous reviens avec des réponses sur ce dossier-là, M. Lacasse. Madame Blais, il y aurait eu beaucoup d'autres choses encore à parler, comme les grands dossiers lors de la rentrée, des grands dossiers pour la région ici, ça serait quoi pour la prochaine rentrée parlementaire? Les grands dossiers, je vous dirais que, bon, on a un plus dans la région. C'est notre prix de bois d'œuvre qui est en augmentation. Oui. Ça l'aide beaucoup la région. Je vous dirais aussi nos minières. La hausse de l'or vient aider aussi. Oui. On continue à améliorer notre réseau routier. Beaucoup de dossiers. On travaille surtout à la prévention, moins de cas de COVID en région. On l'espère tout le monde. Madame Blais, merci, ça fait un plaisir. Merci à vous, M. Lacasse. À la prochaine. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Nous avons rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.